Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo en complément à celle que j'ai faite sur l'orientation du fil du bois pour la constitution de plateaux de table ou panneaux tout simplement de bois massif. Et suite à cette vidéo, évidemment, il y a quelques questions qui sont tombées et j'avais bien l'intention de faire une vidéo en complément parce que les déformations du bois et le travail du bois est un sujet bien plus complexe que uniquement inverser le sens des fibres et de mettre cœur contre cœur et dos contre dos. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez mis cœur contre cœur, dos contre dos, il y a aussi le paramètre esthétique qui rentre en ligne de compte et également le sens du fil du bois qui va donner une indication sur le travail que la planche va générer dans le temps. Alors, première chose, on m'a posé une question sur quand le parement d'une face n'est pas joli et qu'on doit le retourner, comment est-ce qu'on fait? Mais en fait, voilà, c'est à ce stade-ci que les choses se font. Et là, je suis même surpris de la personne qui m'a posé la question, parce que si je comprends bien, le monsieur était ébéniste et menuisier depuis des années, donc c'est relativement surprenant qui me pose cette question. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Dès le départ, une fois que je fais le débit ou que je trace le débit sur mes planches, je sélectionne et j'analyse le type de planche en fonction de sa finalité et de sa position sur l'ouvrage que je vais réaliser. Donc en l'occurrence, si je vais travailler avec du DOS pour faire un plateau de table, je vais m'assurer que le DOS, je puisse le retourner dans les deux sens pour l'utiliser. Donc qu'est-ce que je fais? Je trace tout simplement mes pièces de bois sur le plot et avant de m'assurer qu'elles soient totalement correctes, je vais retourner mon plot et je vais m'assurer que l'arrière de mon plot soit parfait. Ou en tout cas puisse être retourné et puisse être utilisé. Donc que je n'ai pas de défauts marquants, comme des nœuds, comme des fissures ou ce genre de choses. Ici, la face supérieure et la face inférieure est nickel. Donc je sais déjà, quoi qu'il arrive, que ces planches-ci, je vais pouvoir les utiliser d'un côté et de l'autre pour utiliser mon plateau. Donc ça me donne déjà deux possibilités à chaque fois sur toutes les faces et encore, ça m'en donne même 4 puisqu'on peut aussi retourner en étant comme ceci et la retourner dans ce sens-ci, la retourner comme ceci et la retourner dans l'autre sens aussi. Donc ça donne vraiment 4 possibilités. Ensuite, il faut regarder le fil du bois. C'est-à-dire que si vous regardez la planche qui est à côté de moi, elle est totalement courbe. Donc si j'avais tracé une droite totalement parallèle du départ à la fin de mon plateau, à un moment donné, j'aurais eu un souci de croisement de fibres. Je vais vous montrer ça, je vous explique ça. Donc ici, on voit bien que j'ai tracé tout le long mon débit, donc avec une pièce marquée numéro 1. Ici, j'ai un nœud que j'ai effacé, que je ne veux pas utiliser, je vais vous expliquer après pourquoi. Et puis ici, si on regarde bien, j'ai une ligne avec des pointillés qui est une parallèle de départ et des pointillés rouges qui eux correspondent justement au fil du bois, donc le parallèle du fil du bois. Donc si j'étais resté droit, à un moment donné, en ayant suivi la parallèle ici, donc les pointillés, j'aurais été occasionné une tension dans le bois puisque je ne suivais pas la parallèle du fil. Donc, important de retracer correctement et de suivre la courbe du bois. Donc, si vous regardez ici, vous allez vous rendre compte que j'ai tracé droit et puis au niveau de la courbe naturelle du bois, j'ai également fait mes tracés dans le sens du fil. Et là, ça me garantit des pièces qui vont rester rectilignes. À ça, vient s'ajouter d'autres tensions. Ici, j'ai un nœud, d'accord, qui n'est pas dans ma planche, mais qui occasionne des tensions sur la fibre de ma planche. Et donc cette planche-ci, dans le temps, aura tendance à faire un creux vers le bas. Donc ça, il faut l'analyser, il faut le repérer et se dire et estimer si le défaut est
suffisamment gênant ou pas, ou suffisamment stable pour l'utilisation qu'on en a. Si on regarde ici autour du nœud, pareil, on voit tous les petits pointillés, ça c'est toutes les forces qui vont être occasionnées par le nœud. Et donc, au final, j'aurais également eu une courbe sur la planche ici, si j'utilisais cette planche-là. Donc, je l'ai supprimée. Là, par contre, on voit bien que le fil est totalement parallèle à mes planches, et donc, je sais que celles-ci seront stables. Donc, une fois qu'on a tracé nos pièces, etc., c'est évidemment pas suffisant, puisque il suffit que, malheureusement, on ne sache pas mettre un cœur contre cœur ou un dos contre dos, et en tout cas dans le bon sens, et on se dit « Ah, là, je suis embêté, je vais devoir trouver le meilleur compromis. » Alors oui et non, parce que, justement, dans ce cas-là, il y a le quartier ou le faux quartier qui rentre en ligne de compte, qu'on va pouvoir insérer entre les pièces, justement, qui ont une traction qui est mal stabilisée. Et donc, le quartier, c'est quoi? Ce sont tout simplement les plots qui sont du cœur. Donc là, vous avez l'arbre avec le dos, contre dos, etc. Et puis la planche qui est au cœur de l'arbre, donc on voit vraiment les cernes du cœur, je vous montrerai ensuite. Ça, c'est le quartier. Et donc pour reconnaître le fait que ça soit du quartier, vous avez les planches qui sont perpendiculaires. Donc vous allez voir ici, donc ceci, c'est du quartier. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que les fibres sont perpendiculaires, donc les cernes annuelles sont perpendiculaires aux tranches du bois. D'accord? Donc là, on est sur du quartier. Alors, le quartier, contrairement au dos ou contre-dos, il ne travaille pas d'une manière tangentielle. C'est-à-dire que le dos, il va travailler vers le haut, comme je disais, il tire à cœur, hein, ou vers le bas, hein, en fonction de sa position sur l'arbre et comme on regarde la planche en fait, tandis que le quartier, lui, va travailler d'une manière radiale, donc il va travailler d'une manière latérale, donc comme les flèches le montrent ici. Et donc, qu'est-ce qui va faire travailler le quartier? C'est l'hygrométrie, l'humidité. Donc, l'humidité du bois d'une part, l'humidité ambiante de votre atelier et l'humidité qui se situera où l'objet finira sa vie, on va dire. D'où l'intérêt de connaître aussi bien le taux d'humidité du bois, essayer d'avoir une humidité stable dans votre atelier et connaître la situation dans laquelle vous allez mettre votre ouvrage pour pouvoir justement contrôler le taux et l'humidité de travail dans votre atelier. Moi, j'ai la chance d'avoir un testeur d'humidité dans l'atelier et je sais un petit peu jouer éventuellement s'il fallait. C'est pour ça qu'on doit connaître le taux d'humidité du bois parce qu'un bois qui va être utilisé en extérieur ou en intérieur ne devra pas avoir le même taux d'humidité au départ pour pouvoir garantir sa tenue dans le temps, dans l'espace dans lequel il va se situer. Mais ça pourrait faire aussi l'objet d'une autre vidéo. Donc, pour revenir à ce que j'expliquais par rapport aux fibres, etc., si vous n'arrivez pas à jongler avec l'esthétique et le retournement des fibres en étant cœur contre cœur et dos contre dos, vous allez pouvoir donc utiliser du quartier et venir l'intercaler entre vos planches. Je vous montre tout ça. Donc voilà, on revient avec notre petit montage. Donc, imaginons que c'est notre plateau de table qu'on doit coller et nous avons donc de nouveau le cœur avec les petits points noirs qui sont ici dans le creux, d'accord, et les flèches qui montrent la tension qui va être exercée sur le bois. Donc, sur le dos, on va avoir une tension tangentielle, hein, donc qui va écarter le bois et s'écarter du cœur. Et sur le quartier, on a des tensions radiales, donc qui vont permettre au bois de tirer à gauche et à droite, mais par contre, qui vont rester stables en hauteur. Alors, il pourrait gonfler légèrement aussi avec l'humidité, mais en tout cas, il ne va pas y avoir de travail latéral comme ceci, donc tangentiel, d'accord? Donc, admettons, cette planche-ci, le parement supérieur ne me plaît pas, et je veux retourner ma planche. Et là, catastrophe, entre guillemets, on se rend compte que la tension du bois vient ici en bas, et celle-ci également. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir y intercaler un quartier entre les deux, dans un sens ou dans l'autre,
Je peux également retourner ma planche dans un sens ou dans l'autre en fonction justement du parement supérieur et jouer avec celle d'à côté. Mais ce qu'il faut veiller évidemment, c'est que la tension qui va être générée au niveau du quartier puisse être stabilisée par le quartier. Je m'explique. Il faut évidemment que soit vous ayez un cœur à droite et un cœur à gauche, peu importe qu'il soit situé au-dessus ou en dessous, parce que la tension générée par le cœur est vraiment minime et le quartier va pouvoir la stabiliser sans problème. Par contre, si j'ai une tension ici à gauche et une tension ici à droite avec un cœur inversé ou pas, là on va avoir de nouveau une panse qui risque de se créer dans notre plateau. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Conserver le cœur contre ici et retourner notre planche ou l'autre pour de nouveau conserver l'esthétique. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une traction vers le haut, une traction stabilisée, une traction vers le bas. Et ici, on a donc il faut veiller à ce qu'on ait un dos contre dos avec les fibres inversées. Et ici, pareil. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre ma planche, comme ceci, avec la fibre inversée, c'est stabilisé ici. C'est stabilisé ici, cœur contre cœur, et c'est stabilisé de l'autre côté. Donc, il y a beaucoup de possibilités de jouer avec du quartier d'un côté ou de l'autre quand on n'arrive vraiment pas à trouver un côté esthétique sur notre plateau en jouant avec le sens des fibres. D'où l'intérêt de varier avec le quartier, le faux quartier et le DOS pour faire des plateaux et s'assurer une stabilité. Alors, certaines personnes vous diront, l'idéal c'est de travailler uniquement avec du quartier ou du faux quartier pour faire des plateaux. Oui, peut-être, mais pareil, le quartier, il faut aussi veiller à ce que les fibres soient totalement rectilignes. Et je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, ici par exemple, j'ai une planche de quartier, donc enfin c'est du faux quartier plus exactement. Donc on voit bien que les fibres sont perpendiculaires aux tranches du plot, d'accord? Mais par contre, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que les fibres, donc là nous sommes en pied de plot, hein, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que les fibres sont totalement tirées vers l'extérieur. Pourtant, je suis dans du faux quartier. Et donc, si je suis le raisonnement de la majorité des gens, c'est du quartier, c'est du faux quartier, c'est stable, ça ne bougera pas. Et c'est pas vrai. Parce que si je fais une coupe droite, comme je viens de le faire ici, avec le trait de marqueur indélébile, et que je coupe ma planche comme ça, je vais dégauchir, mettre à épaisseur, etc. Et une fois que ma planche sera finie, naturellement, elle tirera comme ceci. Naturellement, elle tirera comme ceci. Donc, si par exemple, vous faites un plateau de table et que vous utilisez ce type de planche, il y aura une tension qui risque de se créer aussi au niveau de votre plateau. Alors, pas dans le sens tangentiel, donc il ne fera pas panse de vache, mais il tirera latéralement aussi. Donc c'est des paramètres à bien garder en ligne de mire quand on fait un plateau. Quand vous avez un nœud, comme je vous ai démontré tout à l'heure, il y a des tensions qui se créent autour du nœud. Donc toujours bien observer les fibres du bois en fonction de l'utilisation qu'on en a. Et donc tout ça pour vous dire que souvent quand on travaille sur plot, les gens pensent qu'on a énormément de matière, mais quand on achète une boule, on a entre 30 et 35% de perte. C'est-à-dire que le cœur du bois, on le perd à 100% avec une marge des fois de 2 à 5 cm de part et d'autre du cœur parce que la fissure repasse sur une partie de bois qui était propre et qui était sain mais qu'on ne sait pas utiliser. Donc toutes ces informations-là, ben voilà, j'espère qu'elles vous auront éclairé sur comment sélectionner votre bois et puis vous garantir dans le temps des ouvrages qui soient stables. Souvent, quand on regarde des ouvrages et qu'on les voit finis, on se dit « Ah, c'est joli, etc. » Et puis 2-3 jours ou 2-3 mois après, ils bougent et on ne comprend pas toujours pourquoi. Mais en fait, c'est tous ces paramètres qui font que le bois a tendance à bouger. Il y a aussi évidemment le taux d'humidité de la pièce dans laquelle l'ouvrage va se retrouver
trouver en fonction du taux d'humidité dans lequel vous l'avez travaillé. Mais ça, par contre, ça fera vraiment l'objet d'une autre vidéo parce que j'en ai parlé d'ailleurs avec Samuel Mamias. Il y a quelques mois de ça, on a échangé au téléphone et je lui ai expliqué un petit peu justement ce à quoi il fallait veiller en termes d'humidité et que ce n'est pas toujours uniquement l'humidité du bois, mais plutôt toute une série de paramètres autour de l'humidité qui va permettre au bois de gonfler ou de se rétracter. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc voilà, j'espère que ces petites informations vous auront plu. Si vous avez des questions ou que vous voulez que j'aille éventuellement plus loin sur ce sujet, je dirais bien, dites-le moi. Je ne sais pas trop vers où aller de plus. Concernant, c'est quoi du quartier, faux quartier, etc. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de PDF ou de vidéos probablement sur YouTube qui traitent du sujet. Comme je le dis, pour moi, c'est pas important de savoir déterminer sur une boule ou sur un dessin la pièce de bois, mais plutôt en pratique. Et donc, c'est vraiment en regardant les fibres, en regardant les cernes annuelles que vous allez pouvoir justement déterminer quel type de pièce de bois vous avez d'une part et surtout quel type de tension elle va générer en regardant aussi bien la tranche du bois qu'en regardant le fil de celui-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je l'ai dit la dernière fois, le petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. J'ai la patate pour continuer dans les vidéos. Et donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!